Vous écoutez France Culture. Simone, tu sais à quel point c'est récurrent chez moi. Il faut qu'au moins une fois par trimestre, je me lance à l'assaut de l'un quelconque de ces affreux tics de langage qui apparaissent subitement on ne sait comment, qui font florès et puis qui se répandent comme la peste dans la population parlante. Et le tic du jour, c'est ? Voilà. Voilà quoi ? Voilà, ce mot de 2 syllabes, qui est une grammaticalisation de l'impératif voilà, en 2 mots, que certains dictionnaires définissent comme une préposition, d'autres comme un verbe défectif réduit à la forme du présent de l'indicatif de l'aspect inaccompli. Peu importe, l'essentiel est que ce petit mot s'est mis à peupler furieusement les propos de certains, entendus notamment à la radio et à la télévision. Un exemple ? Pose-moi une question. Une question. Pourquoi parles-tu de ça aujourd'hui ? J'ai envie de dire que, quand on écoute les gens parler, on se rend compte, sont des expressions qui, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, se mettent à devenir, Et à force, il arrive un moment où, Je vois très bien de quoi tu parles. Voilà. Et c'est pareil, même sur France Culture, j'ai entendu des gens qui... Et j'estime que quand on parle à la radio, il y a des obligations dont... J'ai l'impression que tu le tiens bien. Merci. Finalement, et remarque bien que je dis finalement, au lieu de l'horrible au final, dont nous reparlerons. Finalement, je reproche 3 choses à ce voilà. Son pullulement, bien sûr, son grouillement, qui peut atteindre une cadence de 20 à la minute. Ensuite, sa fonction de bouche-trou, car j'entends bien que ce mot « voilà » vient combler d'immenses lacunes de vocabulaire et sert de pauvre béquille à une vision floue, une idée bancale. Enfin et surtout, je reproche à ce « voilà » ses airs entendus, sa prétention à l'évidence. Chaque fois qu'un mot ou une idée lui manque, l'orateur infirme place un « voilà » pour suggérer « vous voyez ce que je veux dire, vous m'avez compris, c'est une évidence. Vous n'aurez pas l'audace de me contester, j'ai bien dit tout ce qu'il fallait dire, Et justement, non, mon cher ou ma chère, je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Non, je ne vous ai pas bien compris, je n'ai pas envie de penser à votre place. Ne me demandez pas de pallier les carences de votre pensée en friche. Ne présupposez pas, avec votre omniprésent « voilà », un consensus qui n'existe pas et qui ne repose sur rien. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous, éventuellement... Laissez-moi parler, mais ne me tendez pas ces « voilà » tout gluants dont je n'ai pas l'utilité. J'ai l'impression que tu es très... Voilà. C'est vrai. En même temps, Simone, je ne me fais pas d'illusions parce que infliger aux auditeurs le fléau que l'on désire combattre, c'est précisément la stratégie que j'avais utilisée en 1992 contre les souffleuses à feuilles mortes, et tu te souviens, je te l'ai dit l'autre jour, que mon action n'avait pas porté le moindre fruit. Ce qui fait que... voilà. Exactement. On peut craindre que... les choses restent... Voilà. Vous écoutez France Culture. Simone, selon toi, une promesse, ça vaut quelque chose ? Évidemment. Une promesse, c'est fait pour être tenue. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que j'ai fait une promesse et que je ne suis pas certain de devoir l'honorer. J'ai promis à un commerçant qui vend des poissons fumés et avec qui j'ai sympathisé, j'ai promis à cet homme de consacrer une de mes interventions quotidiennes au saumon. Je devais être grisé par les effluves de harengs suédois, ivre des parfums capiteux du tarama, bouleversé par les reflets mordorés des blinis maison. Bref, j'ai promis. Si tu as promis, il faut le faire. Chose promise, chose due. Sur ce point, je suis très vieille France. Vas-y, parle-nous du saumon. Ok,
le saumon. Fumé. Parce que sinon, si j'attaque les généralités, si je passe en revue la grande famille des salmonidés, qui doit bien comporter une douzaine d'espèces distinctes, si je m'empare des mœurs si pittoresques du saumon, qui remontent les rivières pour frayer et mourir à l'arrivée, si j'évoque les 1001 astuces de la pêche du saumon au lancer, on en a pour 3 heures et c'est trop facile. Donc je ne vais parler que du saumon fumé. Et surtout sans me documenter. Sinon, c'est encore trop facile. Je fais un petit tour sur Internet et 10 minutes plus tard, me voilà expert est-ce saumon fumé. C'est pas du jeu. Parle-en comme tu veux, mais parle-en. Très bien. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a plusieurs sortes de saumon fumé. Il y a le saumon sauvage et puis il y a le saumon d'élevage. Et dans cette seconde catégorie, il y a le saumon bien élevé, dans des fermes piscicoles respectueuses de l'environnement, et le saumon mal élevé selon des méthodes industrielles barbares. Ensuite, il m'apparaît clairement qu'il y a plusieurs provenances des saumons à fumer. Saumon d'Écosse, saumon d'Irlande, saumon de Norvège, et même saumon de France. Autrefois, il y avait du saumon dans la Dordogne, beaucoup, au point que les contrats de travail précisaient que l'employeur ne devait pas servir du saumon à ses ouvriers plus de 3 fois par semaine. On s'éloigne un peu du sujet. Bon, le saumon peut être fumé au bois de hêtre ou au bois de chêne, ça c'est bien, mais on peut aussi le fumer avec n'importe quelle cochonnerie, et ça, c'est moins bien. Le saumon fumé peut être salé au sel sec, ça c'est chouette, mais il peut aussi être salé par injection de saumure, c'est beaucoup moins chouette. Le saumon peut être tranché à la main ou à la machine. D'ailleurs, le saumon fumé peut être traité artisanalement de bout en bout, ou au contraire, à la machine, de bout en bout. Ouais, c'est pas très précis ce que je raconte là. Forcément, tu ne t'es pas documenté. Non, par honnêteté. J'ai promis de parler spontanément du saumon fumé, pas de recopier l'encyclopédie. Et pour en revenir à cette promesse, le commerçant à qui j'ai promis, il est plutôt du genre à vendre du saumon bien élevé, bien fumé, salé et tranché à la main, du bon saumon fumé, très éloigné des ersatz honteux que l'on trouve en promotion dans les hypermarchés. D'ailleurs, comme je dis souvent, Simone, le vrai bon saumon fumé, comme celui que vend ce monsieur, et le saumon fumé d'entrée de gamme de la grande distribution, c'est le jour et la nuit. Ça, je le dis souvent, et parfois même je le prouve. C'est un geste qui t'honore. Alors, bien sûr, le prix n'est pas le même. Entre le saumon fumé noble et beau et bon, et la camelote des traiteurs industriels sans scrupules, le rapport de prix est de 1 à 3, à mon avis. Seulement, comme je dis souvent, il vaut mieux manger du bon saumon fumé une fois de temps en temps que du saumon fumé de contrebande tous les jours. Voilà. C'était bien intéressant tout ça. Vraiment ? Non, pas vraiment, mais t'avais promis. Vous écoutez France Culture. Tu vois, Simone, quand la France est passée à l'euro, le 1er janvier 2002, on se doutait bien que ce changement n'irait pas sans difficulté. Mais il y a une difficulté que nous avions tous sous-estimée, c'est la difficulté grammaticale. Quelle est-elle ? Elle est double. Orthographique d'abord. Trop de gens ignorent que le mot euro est un nom commun et qu'à ce titre il prend un S au pluriel et ne commence pas par une majuscule, sauf s'il débute une phrase, ce qui est assez rare. Cette majuscule fautive, on ne la trouve pas que dans les écrits privés des citoyens ordinaires, on la trouve très couramment dans l'affichage officiel des commerçants ou des administrations. C'est fâcheux. Très fâcheux. Comment ? Non, je dis que c'est très fâcheux. Je partage entièrement ton point de vue. Et il y a plus fâcheux encore. C'est l'omission de l'impérieuse liaison. Euro commence par un E, pas par un H aspiré. Il ne faut donc pas dire 3 euros, mais 3 euros. Et là, Simone, je tire de toutes mes forces la sonnette d'alarme parce que la faute de liaison est commise par la quasi-totalité des caissières de supermarché et pire encore par une majorité de ceux qui s'expriment à la radio et à la télévision, y compris les journalistes ou animateurs les mieux payés. En euros pourtant. Ils disent 100 euros, 500 euros, 20 euros. On doit dire 100 euros, 500 euros, 20 euros. C'est comme ça.
C'est obligatoire, il n'y a pas de choix. Ne vous laissez pas raconter que chacun serait libre de dire au choix 2 € ou 2 €. Non, il n'y a pas de discussion possible. Pas plus que pour 2 œufs à la coque ou 3 œufs au plat. On ne songe pas à dire 2 œufs à la coque ou 3 œufs au plat. On doit dire 31 € et non pas 31 €. On ne dit pas 2 eucalyptus ni 3 eunuques. On dit 2 eunuques et 3 eucalyptus. On dit 1400 eunuques, 3500 eucalyptus, 6200 €, 80 €, 800 €. Tu comprends, Simone? Oui, ça commence à faire beaucoup d'argent, tout ça. Et je remets quelques euros dans la tirelire pour fixer les idées. 61 €, 102 €, 83 €, 300 €, 1380 €, 161 463 €, 23 564 782 €. Est-ce que c'est bien clair, Simone? Ou bien faut-il que je me fâche? Tu serais capable de te fâcher pour si peu de choses. Comment ça, peu de choses? Dis-toi bien, Simone, que si j'étais ministre de la Parole, j'instituerais un système d'amende pour les fautes de liaison. Des magnétophones de surveillance dans tous les lieux publics, et puis aller chez les particuliers aussi, dépouillement automatisé par ordinateur, et à chaque infraction au code des liaisons, que j'aurais préalablement rédigé et fait distribuer à chaque citoyen âgé de plus de 4 ans, à chaque infraction, paf, une amende. Une grosse amende? 100 €? 200 €? Ouais. Profites-en, Simone. Je ne suis pas encore ministre, mais je fais mon petit bonhomme de chemin. Vous pouvez tous commencer à numéroter vos abattis. Vous écoutez France Culture. Tu vois, Simone, je ne suis pas contre le progrès. Je suis même, comme tout le monde ou presque, résolument pour le progrès. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle progrès. Mais il y a des moments où je ne peux m'empêcher de voir le revers de la médaille. Certaines conquêtes du progrès sont désormais si profondément enracinées dans nos vies que nous avons perdu la capacité de réagir en cas de défaillance. À quoi penses-tu? Bon, en premier lieu, à un sujet grave, la mortalité infantile. Les progrès de la médecine ont fait reculer la mortalité infantile au point que la mort d'un nourrisson est devenue chez nous quasiment inimaginable. Ce qui fait que, lorsque la catastrophe survient, car elle peut encore survenir, nous nous trouvons psychologiquement démunis et égarés. Je ne dis pas qu'on pourrait faire d'un tel drame une bonne nouvelle, mais il me semble que nos ancêtres étaient mieux préparés à ce malheur du simple fait que ce malheur était 100 fois plus fréquent. On a fini par oublier de faire à l'adversité la petite place que la prudence dicterait qu'on lui fît. Le progrès a endormi notre méfiance. Oui, c'est en somme un effet pervers du progrès. Pour parler d'un sujet plus léger, la même observation vaut pour nos déplacements à longue distance. Les petits bijoux de technologie que sont l'avion ou le TGV nous ont donné des habitudes de luxe, des certitudes de rapidité et de ponctualité qui débouchent, au moindre grain de sable, sur des frustrations et des souffrances d'un nouveau genre auxquelles nous ne sommes plus préparés. Quand l'arrière-grand-père de ton grand-père voulait se rendre de Paris à Marseille... C'était pas son style. Bon, alors disons son frère. Il se préparait pour une véritable expédition qui lui prendrait plusieurs jours. Il prenait de la marge. Il annonçait son arrivée à 2 ou 3 jours près. Aujourd'hui, le déplacement Paris-Marseille s'effectue en 3 heures de TGV. Ce qui tient du miracle d'une certaine manière. Mais ce miracle nous apparaît désormais comme une banalité. 1 heure de retard et il nous semble que le monde s'écroule. Nous sommes devenus incapables d'affronter les aléas, d'accepter le hasard et l'imprécision. Nous sommes susceptibles au contraire de nous gâcher la journée, pour ne pas dire la semaine, parce que notre avion atterrit 1 heure plus tard que prévu. Tu ne trouves pas ça paradoxal? Si. Qu'on puisse perdre son sang-froid, parce qu'un ordinateur a mis 12 interminables secondes pour se connecter à Internet. Tu trouves pas ça paradoxal? Si. Qu'on peste parce qu'un tel, à Vancouver, est injoignable depuis plus de 2 heures. En oubliant qu'il y a 2 siècles, il aurait fallu 3 mois pour établir une communication. Tu ne trouves pas ça paradoxal? Si. Bon tu trouves tout paradoxal, toi, en ce moment. J'essaie de te faire plaisir.
Vous écoutez France Culture. J'ai quelque chose à te raconter, Simone. Ce matin, ma fille aînée, qui est en Hippocane, me dit « J'ai une dissertation de philosophie à faire pour dans 2 jours, j'aimerais bien que tu me donnes un petit coup de main. Le sujet, c'est « Faut-il des signes pour penser ?» Quoi? Ah ben, tu vois, c'est marrant. Nous devons avoir un peu la même structure mentale, toi et moi, Simone, parce que c'est exactement ce que j'ai répondu. J'ai répondu « Quoi ?» Alors, sans se décourager, ma fille a répété le libellé du problème « Faut-il des signes pour penser ?» À ce stade, je ne pouvais plus reculer, j'ai rassemblé toutes mes forces intellectuelles et j'ai dit textuellement des signes, mais dans quel sens des signes? Et alors, pour penser, mais penser, dans quel sens? Ma fille a senti qu'elle avait en moi un allié précieux. C'est en tout cas comme ça que j'ai interprété son sourire réjoui. Alors, j'ai poursuivi, je lui ai dit tout ce que je sais sur le sujet. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, moi par exemple, quand j'ai besoin de penser, la première chose que je cherche, c'est une chaise ou un café, mais pas tellement des signes. J'ai l'impression d'avoir souvent pensé sans être passé auparavant chez le marchand de signes. Peut-être ai-je mal pensé, mais en tout cas, je n'ai pas éprouvé un besoin particulier de signes. En même temps, j'aurais eu tout un paquet de signes sous le nez, ça ne m'aurait pas dérangé outre mesure. J'aurais pensé quand même. Comme si j'avais eu un chou-fleur sous le nez. Ça ne m'aurait pas aidé à penser, mais ça ne m'aurait pas gêné non plus. En sorte que si on me demande maintenant « Faut-il un chou-fleur pour penser ?», j'aurais envie de répondre « Dans l'absolu, non, un chou-fleur ne me semble pas définitivement nécessaire, mais d'un autre côté, ça ne peut pas faire grand mal, et si vous avez envie de me fournir un chou-fleur ou des signes, ne vous gênez pas, faites comme chez vous, moi ça m'est un petit peu égal. » Elle prenait des notes, ta fille? Non, elle a une très bonne mémoire, elle se contentait de m'écouter, en souriant, toujours. J'ai dit... Moi, les signes, je les utilise plutôt pour communiquer, pour transmettre, pour échanger. Mais pour penser, j'ai la prétention de pouvoir me passer totalement de signes. Ce que je ne dirais pas du langage, Simone. Pour penser, j'ai besoin d'un langage. Si je n'en avais pas, je ne vois pas comment je pourrais penser. C'est ce que je pense, en tout cas. Un langage, des mots, ça me rend bien service à l'heure de penser. Si je n'en avais pas, je pourrais rêver à la rigueur, ressentir, bien sûr, mais penser, ce serait problématique. Je n'arrive pas à concevoir une pensée qui se passerait de mots. Et là, ma fille m'a interrompu pour dire « Mais les mots, ne peut-on pas les considérer comme des signes ?» Les enfants sont tellement insolents de nos jours. Ben, c'est bien ce que je lui ai reproché. Et puis surtout, je lui ai cloué le bec en lui disant « Les mots, ma chère petite, si on les appelle des mots et non pas des signes, c'est bien parce que ce sont des mots et non pas des signes. Les mots, c'est les mots. Et les signes, c'est les signes. Faut pas tout mélanger. C'est ce que je pense et comme tu vois, je n'ai pas eu besoin du moindre signe pour le penser. Et maintenant, papa est fatigué. Il faut que tu lui apportes une chaise et un café et que tu le laisses tranquille. » Tu t'en es drôlement bien tiré. Oui, pas si sûr, parce que je subodore que la question posée est une question philosophique très importante. Sinon, on ne la lui aurait pas posée. Et je crains de n'avoir pas été assez radical, comme disait Sartre. Je crains que ma fille erre dans les rues toute la nuit en se demandant, nom de Dieu, faut-il des signes pour penser? Encore faudrait-il savoir si Dieu existe. Mais voilà, c'est ce que je lui disais. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous écoutez France Culture. L'autre jour, Simone, je me suis retrouvé par hasard devant un écran de télévision muet. C'est-à-dire que, tu m'as bien compris, que j'avais l'image, mais pas le son. Soit quelqu'un avait coupé le son... Oui, soit le son était en panne, oui. Mais bref, ça n'a pas d'importance. Je n'avais pas le son, j'avais juste l'image. Et l'image, c'était 6 messieurs autour d'une table qui manifestement débattaient. On les voyait se succéder en gros plan, et il était clair en les regardant qu'ils débattaient de choses très importantes. Ils gesticulaient beaucoup, ils prenaient des mines inspirées, alternativement contrites ou furieuses, graves ou belliqueuses, emphatiques ou chafouines, passionnés en tout cas. Peut-être, me disais-je en mon fort intérieur, muet lui aussi, peut-être parle-t-il du conflit au Proche-Orient, ou de la question très actuelle des retraites, ou alors du chômage des jeunes,
ou encore du réchauffement climatique, ou bien des femmes battues. La seule chose certaine, c'est qu'il devait s'agir d'un sujet essentiel et brûlant. Du sérieux, comme on dit. Voilà. Mon œil glissa alors négligemment jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran, où j'appris avec stupeur qu'il ne s'agissait que de l'une de ces nombreuses émissions consacrées au foot. Il y a maintenant des dizaines d'émissions de ce genre, des émissions spéciales pour parler de foot. Et il y a donc probablement une centaine de gaillards, ce sont rarement des gaillardes, même si, signe des temps, il y en a désormais aussi, des gugus donc, souvent autoproclamés journalistes, qui gagnent leur vie et qui la gagnent même très bien, en pérorant, glosant, radotant, ratiocinant sur des histoires de foot. Ils occupent de longues minutes d'antenne pour s'enflammer sur des questions aussi fondamentales que l'Olympique lyonnais peut-il remonter au classement après le changement de son directeur technique? Ou alors, fallait-il faire jouer Tartampion en milieu de terrain contre l'équipe de Pétaouchnok? Ou encore, le club de Manchester United est-il en mesure d'améliorer son système défensif? Tu n'aimes pas le foot, de toute façon. La question n'est pas là, Simone. Et d'ailleurs, si, j'aime bien le foot, à dose raisonnable. Mais de voir le nombre croissant de ces zozos, généralement incultes, qui s'agitent et se pavanent, tout bouffis d'importance, pour donner leur opinion personnelle sur des sujets aussi dérisoires, ça me fait froid dans le dos. Il y a tant de choses importantes à débattre par ailleurs que je ne parviens pas à considérer autrement que comme ridicules ces interminables, pullulantes et inutiles tables rondes sur des questions vaines et futiles. Tant d'énergie et d'argent gaspillés pour apprendre que Jean-Luc Ribouchon pense que Sochaux battra Lorient par 2-0 et apprendre pourquoi il le... Vous écoutez France Culture. Simone, permets-moi d'attirer ton attention sur un phénomène étrange et qui, je crois, nous concerne tous. Je veux parler de ces moments pour le moins insolites où nous faisons une improbable confusion entre nous-mêmes et le reste du monde. C'est une confusion lourde, j'ai envie de dire. Eh bien, dis-le, car tu as raison. Il y a en principe suffisamment de différence entre d'un côté moi et de l'autre côté tous les autres, tous ceux qui ne sont pas moi, pour que nous pensions à faire le distinguo. Et pourtant, il arrive que nous confondions les deux. C'est lorsque la question est posée de savoir si quelqu'un ou quelque chose est connu ou ne l'est pas. Dans ces circonstances, nous avons tous tendance, et je me mets dans le lot parce qu'en dépit de ma vigilance, je ne parviens pas toujours à échapper à la règle, nous avons tendance à décréter connu ce que nous connaissons et à considérer comme peu connu ou pas connu ce que, personnellement, nous ne connaissons pas. C'est le dialogue si souvent entendu. Tu connais Jeff Koons? Non. Pourtant, il est très connu, c'est pas possible que tu le connaisses pas, il est super connu. Oh, il doit pas être si connu que ça, puisque je le connais pas. Mais justement, c'est ça qui m'étonne, que tu ne connaisses pas un gars qui est mondialement connu. Et moi, je te répète qu'il n'est pas si connu que ça. Je veux bien admettre qu'il soit un peu connu, puisque toi tu le connais, mais ne me dis pas mondialement, parce que moi je le connais pas. Et je suis certain en plus qu'il y a des tas de gens qui sont comme moi et qui le connaissent pas. Si, il est connu, Jeff Koons, même moi je le connais. Eh non, Simone, tu ne peux rien évaluer sur la base de ta connaissance personnelle. La seule mesure valable de la notoriété est la mesure statistique. Seule une statistique bien faite peut nous informer sur le point de savoir par quelle proportion de la population française, ou mondiale, ou francophone, ou germanophone, ou de moins de 18 ans, ou titulaire du baccalauréat, bref, par quel pourcentage d'une population spécifique un individu ou une chose est connu. Tout le monde connaît le camembert. Ben non, pas tout le monde. Peut-être 90% des Français, mais seulement 10% de la population planétaire. Et, en toute hypothèse, le tri entre ce que je connais et ce que je ne connais pas ne peut jamais me renseigner sur ce qui est connu ou ce qui ne l'est pas. Il faut s'armer de prudence et d'humilité, sauf à se rendre coupable d'une projection du moi, assez maladroite pour être apparentée à une éclaboussure du moi. Enfin, quand même. Napoléon, il est très connu, non? Einstein aussi. Et Jésus-Christ. Que veux-tu que je te dise, Simone? Il est clair qu'ils ne sont pas inconnus. Mais pour autant, quand on dit qu'ils sont connus, on n'a rien dit. Il faut préciser par quel pourcentage, de quelle population. John Lennon est connu par 94% des Anglais. Le chiffre n'est pas autorisé, c'est pour illustrer mon propos.
mais peut-être seulement par 7% des Coréens. Toussaint Louverture est connu par 83% des Haïtiens diplômés, mais par seulement 2% des agriculteurs berrichons. La notoriété ne relève pas de l'ordre de la sensation ou de l'intuition, elle relève, je l'ai dit, de la statistique, de la mathématique. Ne nous laissons plus prendre au piège. Au passage, il faudra préciser le seuil chiffré à partir duquel on peut dire de quelqu'un qu'il est connu. Connu par 3% des Français, on appelle ça connu des Français? Ou alors faut-il atteindre 30%, 50% ou même 66% pour pouvoir légitimement utiliser le terme connu? Bon, quoi qu'il en soit, il restera, et pour longtemps encore, des gens ou des choses connues que je ne connais pas quant à moi, et des gens ou des choses que je connais et qui pourtant ne sont pas connus, c'est-à-dire dont le taux de notoriété est en deçà du chiffre qui pourrait leur conférer le titre de connu. Tout est relatif, c'est bien connu. Vous écoutez France Culture. Attention Simone, tu vas entendre un drôle de bruit. Un bruit un peu semblable à celui d'une flaque d'essence qui s'enflamme. Tu vas entendre ce bruit parce que je vais, sciemment, volontairement, avec une malice pyromaniaque, rallumer une vieille querelle. J'ai rien entendu? Attends que je mette le feu aux poudres. Ce ne sera pas long, j'y viens du reste. Pourquoi, Simone, a-t-on décidé, et qui a décidé, de nommer les aveugles non-voyants et les sourds malentendants? Il n'y a rien de blessant dans la tranquille objectivité des mots aveugle ou sourd. Alors, quelle sorte d'hypocrisie, quel avatar de bien-pensance a-t-il pu nous conduire à substituer à ces mots sobrement descriptifs des néologismes hasardeux et bancals? Ça y est, j'ai entendu le bruit. Amusant, non? Tiens, il y a quelques heures, je côtoyais à la terrasse d'un café un monsieur aveugle, qui m'inspira immédiatement beaucoup de sympathie. Dieu sait pourquoi. Sa voix, ses gestes, son sourire étaient sympathiques, m'étaient sympathiques. Et je me suis dit, il est vraiment sympa cet aveugle. Fallait-il alors que je me reprenne? Venais-je de penser de travers? Devais-je aussitôt rectifier et penser, il est vraiment sympa, ce non-voyant? Ce terme ne m'est pas venu, je te le dis franchement, Simone. J'ai même l'impression que, s'il m'était venu, il m'aurait rendu l'homme légèrement moins sympathique. Il m'aurait éloigné de lui. Tu comprends? Ma pensée bienveillante et déjà presque affectueuse s'était dirigée droit vers lui. Je n'avais dès lors pas envie de le définir comme quelqu'un à qui il manque quelque chose, ce que l'expression non-voyant crie bien haut, mais comme quelqu'un qui a une caractéristique qui le caractérise. Tu me pardonneras la redondance. La dénomination non-voyant à mes oreilles ne le protège pas, elle dit plutôt au royaume des voyants, voici un non-voyant, un infirme, un pas fini, un qui n'a pas quelque chose qu'il faudrait avoir. Bref, et c'est là une sensation toute personnelle, je me sentais plus proche de cet homme en le nommant en moi-même aveugle que s'il m'avait fallu le nommer non-voyant. Quel objectif poursuis-tu en me racontant ça? Je te l'ai dit en commençant, je m'offre le plaisir de rallumer une vieille querelle. J'attise à ma petite échelle une bataille d'Hernani. Parmi ceux qui m'entendent, en dehors des 20% qui s'en fichent complètement, il y aura 40% de gens pour dire que j'ai bien raison et 40 autres pourcents pour dire que je ferais mieux de me taire. C'est ça qui m'électrise. Relancer un débat qui semblait assoupi, réveiller le volcan, souffler sur les braises d'une vieille polémique. Ce n'est sans doute pas très glorieux, mais ça me plaît. Ça me plaît d'autant plus que l'enjeu est assez mince. J'hésiterais davantage à rallumer la querelle, que dis-je, la guerre des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards. L'affaire est bien plus grave. Non, là, je m'offre le luxe de titiller une vieille lune, et même si je réussis mon coup, il n'y aura pas mort d'homme. Tu fais de l'animation? J'essaye, tout du moins. Les querelles de mots ont pour moi un charme érotique. Que des gens sains d'esprit puissent s'empoigner verbalement, mais véhémentement, pour savoir s'il est plus péjoratif de dire de quelqu'un qu'il est sourd ou qu'il est malentendant, ça m'excite. Je pourrais y passer moi-même des heures. C'est assez inutile, je te l'accorde, mais ça l'est moins que beaucoup de débats qu'on nous inflige. Parler des mots, c'est parler de la langue, c'est parler de notre patrimoine commun. Ça a toutes les vertus d'une amicale partie de pétanque. Ça a un arrière-goût d'éternité. 10 000 ans ne suffiront pas pour trancher la question de savoir s'il est plus respectueux, plus fraternel, de nommer aveugle un non-voyant ou au contraire non-voyant un aveugle.
On en reparlera. Oh, j'espère, Simone, j'espère. Vous écoutez France Culture. Simone, je crois que je ne te l'ai pas encore dit. Ce matin, je me suis acheté dans un distributeur automatique une petite bouteille d'un soda gazeux à l'orange et je l'ai bu entièrement. Il faut informer la presse d'urgence. Oui, tu peux bien te moquer, mais l'événement, ou plutôt le constat, n'est pas aussi anodin que tu le penses. Je constate que j'ai bu l'exacte quantité de cette boisson que le distributeur avait décidé auparavant. 25 centilitres. Pas un centilitre de plus, pas un de moins. Et je fais toujours comme ça. Et il me semble que nous faisons tous toujours comme ça. On nous sert 25 centilitres de bière, nous buvons 25 centilitres de bière. On nous offre 33 centilitres d'eau gazeuse, nous buvons ces 33 centilitres. Est-ce à dire qu'il s'agit, par un heureux hasard, de la portion congrue ? Puisque je te le rappelle, l'expression portion congrue ne désigne pas une portion insuffisante ou injustement répartie, mais au contraire, la portion qui convient exactement. Oui, tu me l'as expliqué en 2006. C'est ça. Or donc, peut-on raisonnablement affirmer, à chaque fois que nous buvons une boisson conditionnée, que c'est de cette quantité exactement que notre organisme avait envie ou besoin ? Non, bien sûr. Si nous avions écouté sur le moment notre corps, nous aurions consommé un peu moins ou peut-être un peu plus. Ce matin, j'aurais bu, si je m'étais vraiment écouté, 23 centilitres de mon breuvage. Or, j'en ai bu 25, 2 de plus. Nous avons perdu, Simone, une liberté que nous avions quand nous étions tout petits. Jusque vers l'âge de 3 ans, l'enfant boit la quantité que lui dicte son désir du moment, et non pas la quantité préprogrammée dans son biberon. Et puis l'enfant grandit, et le conditionnement s'empare de lui. Il boit la quantité qu'on lui donne ou qu'on lui vend, pas plus, pas moins. À qui la faute ? Au conditionnement, justement. Nous sommes conditionnés par le conditionnement. Nous buvons et nous mangeons aussi, même si en matière d'alimentation, la question est un peu plus complexe. Nous buvons et nous mangeons la portion standard, la quantité décidée par le commerçant ou l'industriel qui ont conditionné le produit. Qu'est-ce que tu proposes ? Je propose de restaurer, je choisis le mot à dessein, de restaurer une fois de temps en temps notre antique liberté. Je propose que, symboliquement, nous saisissions parfois l'occasion de dire non à ce conditionnement en ne buvant pas l'exacte quantité proposée. Que nous en buvions un peu moins, ce qui n'est pas très compliqué, ou alors un peu plus, quitte à faire un geste économiquement aberrant. Aberrant mais libre. Ce matin, j'aurais pu acheter une seconde petite bouteille, en boire 4 centilitres et abandonner le reste, ou le conserver pour plus tard, pour le moment où mon organisme réclamerait 25 moins 4, soit 21 centilitres de soda gazeux à l'orange. Je suis quand même mieux placé, Simone, pour décider ce que je dois boire et ce que je dois manger, et surtout pour déterminer en quelle quantité. Je suis mieux placé donc que l'industriel qui fabrique des sandwichs emballés sous blister et qui ne me connaît même pas, qui ne sait même pas que j'achète son sandwich. Comment pourrait-il savoir, cet industriel, que j'ai envie, ce jour-là, à cette heure-là, de 132 grammes de sandwich jambon-fromage ? Il n'en sait rien, il n'a pas songé à ma liberté. À moi de la rétablir. La prochaine fois que je verrai quelqu'un qui finit pas son verre, je me dirai « Voilà un homme libre ». Très bien. Et s'il achète un deuxième hamburger en boîte, pour n'en manger que le quart, tu pourras dire « Voilà un militant de la liberté retrouvée. Voilà un homme déconditionné. » Alors qu'avant de te connaître, j'aurais dit « Voilà un gourmand ». Vous écoutez France Culture. Simone, j'aimerais revenir sur ce que je te disais en commençant la saison, à savoir que c'est l'accroissement par le jeu des médias du nombre absolu de personnes connues qui nous donne, au moment où ces personnes meurent, une illusoire sensation d'hécatombe. Je m'en souviens. Ce n'est pas qu'il meurt anormalement beaucoup de gens, c'est que nous connaissons beaucoup de gens.
Anormalement aussi, du reste, puisque dans bien des cas, le fait de connaître se limite à la présence dans notre mémoire d'une identité, nom et prénom, et éventuellement d'une fonction. J'avais cité par exemple, parmi les défunts connus, le journaliste Christian Quidet. Mais puis-je vraiment dire que je le connaissais? Non. Je le situais, je l'avais vu dans le poste et entendu à la radio. Il serait exagéré de dire que je le connaissais au sens plein du terme. N'empêche, quand les médias m'ont appris son décès, je me suis dit « Ah, je le connaissais ». Et c'est comme si la grande faucheuse m'avait encore une fois ravi une connaissance. Sa disparition ne changeait rien à ma réalité, mais l'annonce de sa disparition faisait gonfler mon stock d'idées noires. Et tu me disais que le phénomène allait en s'amplifiant. Oui, insensiblement, mais sûrement. J'en étais resté à Bruno Kremer, paix à son âme. Depuis sont venus s'ajouter à cette trop longue liste Bernard Clavel, Claude Lefort, Georges Charpak, Arthur Penn, Jean-Pierre Chapelle, Robic, le légendaire coureur cycliste, Jean-Marcel Jeannet, René Benchemoul, mais si son nom doit te dire quelque chose, c'était un célèbre catcheur, et puis Claude Chabrol, Colette Renard. Et tu vois, Simone, la plupart de celles et ceux que je viens de citer avaient atteint un âge avancé, au-delà de 80 ans. Ils appartenaient à la même génération. Une génération qui a accédé à la notoriété il y a, mettons, une quarantaine d'années. Or, si on appelle X le nombre moyen d'individus qu'un Français, moyen lui aussi, connaît, entre guillemets, la valeur de X aujourd'hui est, selon mon intuition, au moins 3 fois supérieure à ce qu'elle était il y a 40 ans. Ce qui signifie, Simone, tu m'écoutes, ce qui signifie que si nous sommes encore là pour pleurer les morts dans 40 ans, nous en aurons statistiquement au moins 3 fois plus à pleurer dans le même intervalle de temps. Des gens dont nous ne pourrons toujours pas dire que nous les connaissons réellement, mais dont la mort nous donnera un petit coup au moral. On dira « Mais si, un tel, souviens-toi, il jouait arrière-gauche à Bordeaux. » Ou « Mais si, tel autre, rappelle-toi, elle avait eu son heure de gloire dans Secret Story en 2010. » Alors, Simone, alors ce ne sera plus une sensation d'hécatombe, sans bœuf, hécatombe bouée, mais une sensation de kilobe, 1000 bœufs, kilo bouée. Sensation toujours aussi illusoire, car le bon Dieu qui n'existe pas ne nous aura rien enlevé de plus précieux dans nos vies. Il aura seulement rappelé à lui quelques personnes dont les noms nous étaient connus parce que nous regardons la télévision. Alors il ne faudrait plus regarder la télévision. Disons que ce serait une des 154 bonnes raisons de ne plus la regarder. Et d'écouter France Culture. Mais pourquoi pas, Simone? Pourquoi pas? Vous écoutez France Culture. Simone, il revient à ma mémoire non pas des souvenirs familiers comme Charles Trenet, mais un souvenir en particulier qui date un peu. Tu remues beaucoup de vieilles histoires ces temps derniers. Je fais ce que je veux, Simone. Or donc, en 2007, ce n'est pas si lointain, le collectionneur Yvon Lambert expose en son hôtel de Caumont à Avignon le peintre et dessinateur américain Edwin Parker Twombly, dit Cy Twombly. Parmi les œuvres exposées, il y a une toile blanche, entièrement blanche, qui fait partie d'un triptyque consacré aux Phèdres de Platon, un ensemble qui est alors estimé à 2 millions d'euros. Au cours de l'exposition, une artiste cambodgienne du nom de Rindy Sam vient inopinément faire un gros pâté de rouge à lèvres sur cette toile blanche, un pâté évoquant une forme de baiser. Le mot, tu le verras, a son importance. Scandale, enquête, justice. Un peu plus tard, Rindy Sam sera condamné pour ce geste sacrilège à 1 500 € de dommages-intérêts, plus 1 euro pour Twombly, plus une peine de 100 heures de travaux d'intérêt général, plus, et là ça fait très mal, 18 840 € au titre des frais de restauration de la toile. C'est pas facile à ravoir, le rouge à lèvres. Non, c'est pas facile. C'est faisable, mais ça coûte 18 840 €. Et voilà que surnage dans cette histoire rocambolesque une problématique amusante, parce que, dans l'esprit de beaucoup de gens,
Un carré de toile simplement et uniformément couvert de peinture blanche, ça ne mérite pas le titre ronflant d'œuvre d'art. Ce n'est pas de l'art, c'est pour ainsi dire rien. En revanche, quand apparaît, par l'opération de la Cambodgienne, un gros pâté de rouge en forme de vague baiser, ce n'est plus rien. Bon, il n'est pas encore certain que ce soit franchement de l'art dans l'esprit des susdits, mais c'est quand même plus de l'art qu'une toile toute blanche, qui est elle-même, dans l'imaginaire collectif, plus de l'art qu'une toile avec rien du tout dessus, comme aurait pu en proposer Marcel Duchamp et ses frères. Bon, c'est un point de vue éminemment discutable, parce qu'alors, il faudra admettre que si on ajoute un pâté jaune à côté du pâté rouge, c'est encore plus une œuvre d'art, et que si le pâté jaune a la forme d'un chameau ou d'une fleur, c'est encore un peu plus de l'art, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le sommet de l'art kitsch, à savoir la biche au bord d'un étang, dans un sous-bois, au soleil levant. Rien de plus délicat, tu le sais Simone, que de définir l'art, que de trancher entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Cette affaire Twombly posait le problème avec une agréable acuité. Et en vérité, Simone, s'il avait fallu choisir un camp, je n'aurais pas trop su quel parti prendre. Comment ça? Eh ben, je ne peux pas décemment approuver la contrevenante lorsqu'elle se rend coupable d'une dégradation préméditée sur une œuvre d'art qui ne lui appartient pas, quel que soit l'intérêt de l'œuvre. Mais dans le même temps, je ne peux pas dissimuler une sympathie instinctive, au relent populiste, j'en conviens, pour cette intervention iconoclaste. Je ne parviens pas tout à fait à plaindre Yvon Lambert ni Cy Twombly, qui ont eux-mêmes surfé avec profit sur une mode spéculative et un brin délirante, et qui ne reçoivent finalement par l'agression de Rindy Sam que l'humoristique monnaie de leur folle pièce. Quelque chose en moi, Simone, a envie de dire « à malin, malin et demi ». Mais tu n'oses pas le dire. Non, c'est vrai. Je n'ose pas ouvrir la porte par laquelle pourraient s'engouffrer tous les détracteurs réactionnaires de l'art contemporain. Je m'en voudrais d'encourager la délinquance picturale. Mais je suis sensible à la portée symbolique du délit constaté et je ris sous cape, comme un mauvais garçon. Tu ris sous cape, mais tu as oublié la cape. Mais oui, c'est ça. J'ai oublié la cape. Ah, je savais bien que j'avais fait une erreur quelque part. Vous écoutez France Culture. Simone, tu connais Laurent Baffy ? Je ne le connais pas personnellement, mais je le situe. Je vois qui c'est. C'est un ami à toi? Oui, un ami de longue date. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, des émissions de radio, de télévision, des films, des bouquins, restés dans les tiroirs, et des soirées festives aussi. Et cependant, ce n'est pas pour ce passé-là que je pense à Baffy au moins 2 fois par jour. C'est parce qu'un jour, nous parlions du danger qui nous guette tous, nous les hommes, celui de prendre de l'embonpoint, sous la forme d'une proéminente bedaine. Et Baffy m'a dit, le seuil d'alerte, c'est le moment où, quand on se brosse les dents, on sent son ventre danser au rythme du brossage. Une masse de chair, peut-être une masse de graisse, sautille en cadence devant le lavabo. Même si on n'a pas le courage de la regarder, on la sent tressauter. Voilà. C'est un peu prosaïque, mais fort bien observé. Et c'est ainsi que, depuis de longues années, une fois le matin et une fois le soir, que je sois dans une période svelte ou moins svelte, j'ai une pensée pour Laurent Baffy. Une petite pensée. Oui, toute petite, fugitive, l'espace d'une fraction de seconde, mais tous les jours et 2 fois par jour. L'auteur de cette plaisante mais anodine remarque anatomique aurait-il pu imaginer en l'énonçant qu'elle laisserait des traces aussi durables ? Pouvait-il se douter que cette boutade m'accompagnerait plus longtemps que ses réparties les plus affûtées ? Non. Non quoi ? Non, à mon avis, il ne pouvait pas se douter. On est d'accord. Mais maintenant il sait. Et s'il ne sait pas, il ne va pas tarder à savoir. Et ça ne laissera pas de l'étonner. C'est comme les cadeaux qu'on nous offre. Ce ne sont pas toujours les plus coûteux ou les plus somptueux qui tiennent la plus grande place dans la suite de nos vies. Parfois, une babiole, un gadget dérisoire, un petit cadeau insignifiant nous ramène plus fréquemment au souvenir de son donataire qu'un chèque de 20 000 euros. Tiens, pour te dire, je n'ai aucun souvenir d'un ami qui m'aura offert un chèque de 20 000 euros. En revanche, je me souviens chaque jour de celui qui m'a offert un porte-clés avec un petit éléphant bleu. Conclusion, si nous voulons laisser dans le cerveau de nos proches des souvenirs virtuellement impérissables, offrons-leur des objets ou des mots
liées à un geste quotidien, à une situation quotidienne, comme celle de se brosser les dents ou d'utiliser des clés. Ou d'enfiler ses chaussettes. Tu dis ça par hasard? Tout à fait par hasard. C'est étrange. C'est étrange parce que je m'apprêtais, au cours d'un entretien ultérieur, à te parler d'un autre ami, Pierre-Louis Lanier, comédien, qui m'a dit un jour plaisamment à propos de chaussettes, « Avec le fil d'Écosse, on est toujours gagnant. C'est bien vrai. » Mais vrai ou pas, chaque jour, quand j'enfile mes chaussettes, qui ne sont pourtant pas en fil d'Écosse, j'ai une pensée pour Pierre-Louis Lanier. 1/100 de seconde, mais chaque jour. Bon, sauf les jours où je suis en vacances à la Guadeloupe et où je ne mets pas de chaussettes. Je me contente alors de me brosser les dents et je pense à ma fille. Conclusion? Conclusion, j'espère bien qu'à partir de dorénavant et jusqu'à désormais, tous les auditeurs auront 4 fois par jour une brève pensée pour moi. 1 fois aux chaussettes, 2 fois au brossage et 1 fois à 17h56. 11h56 en Guadeloupe. Vous écoutez France Culture. Simone, t'es-tu avisée du nombre impressionnant de mots ou d'expressions qui, dans notre langue, servent à dire de quelqu'un qu'il n'est pas comme nous, qui n'est pas tout à fait normal? Il y en a tant que ça? Oh, il y en a foison. Pléthore, profusion, multitude. Comme s'il n'y avait rien de plus urgent que de stigmatiser ceux qui ne sont pas parfaitement dans la norme. On dit alors « il n'est pas normal ». Ou bien « il est barge » ou « barjot ». Ou alors « il est perché », « il est toqué », « il est demeuré », « il est maboule », « il est fou » ou bien « il est ouf » ou « louf » ou « louftingue ». Autrefois on disait « il est fada », « il est complètement brinzingue », « il est sinoc », « il est siphonné », « il est à moitié branque » ou « complètement braque », « il est azimuté », « il est dérangé », « il est cinglé », « il est un peu dingue » ou pire « il est carrément dingo ». Un peu plus tard on disait « il est givré », « il est cintré », « il est complètement marteau », « il est fondu », « il est piqué », « il est timbré », « il a une araignée au plafond » ou alors dans le beffroi, « il est jeté », « il est secoué », il yoyote de la touffe, il est starbé, bref, il est totalement barré. Il est pas clair en tout cas. Aujourd'hui, on dira plus couramment qu'il est gogol, qu'il a pété un câble, ou une durite, ou un fusible, parce que le temps est passé, où il avait pété un plomb. Alors, il est pas fini, il est zarbi, après avoir été bizarre, il est chelou, après avoir été louche, il est loin, il est ailleurs, il est en mode délire, il est pas cuit. Il est tapé, tu veux dire? Mais oui, il est toc-toc, il est zinzin, il est gaga, il est neuneux, il est foufou, il est naze, il est frappé, il a un pet au casque, parce qu'on ne dit plus trop qu'il est aliéné, qu'il est atteint, qu'il est dément, qu'il est sonné, qu'il est débile, qu'il est fêlé. Il y a eu un temps où il était bord-cadre, il était spé, il était strange, il planait à 10 000, il était déréglé, désaxé, détraqué, il a même été folingue ou loufoque. Il a une case en moins, ton bonhomme. Oh oui. Il est space. On l'a bercé trop près du mur. Il a craqué. Il a lâché la rampe, ainsi que le guidon d'ailleurs. Il est taré. Il est complètement à la masse. Il est allumé. Il est à l'ouest. Il est ravagé. Il est cramé. Il est chlasse. Il est entartré. Il est à la fois à côté de la plaque et à côté de ses pompes. Il est bizarre. Il est sur une autre planète. Au mieux, il est sur son petit nuage. Enfin bref, il est différent. C'est bien là la difficulté. Il est différent et ça, c'est embêtant. Alors, on s'arme de mots et d'expressions plus ou moins précis, plus ou moins imagés, plus ou moins bienveillants pour dire, d'une façon ou d'une autre, qu'il n'est pas comme nous. Voilà où le bas blesse, il n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous, ils ne sont pas comme nous. Nous le disons, nous le répétons sur tous les tons. Il n'est pas pareil. Alors, Simone, dans la pénombre protectrice, une voix paternelle venue du fond des livres nous pose gentiment la question « C'est un problème ?» Bon. Et toi? Moi quoi? Toi, t'es pas un peu... Tu vois ce que je veux dire? Si, je le suis. Mais je ne veux pas que ça se sache. N'en parlons plus. Vous écoutez France Culture.
Moi, Simone, comme tu le sais, je circule la plupart du temps en 2 roues, dans Paris et sa couronne. Et ce faisant, je suis presque toujours amené à me faufiler entre 2 longues files de voitures à l'arrêt ou quasiment à l'arrêt. C'est interdit en principe de se faufiler. Les 2 roues devraient, en principe, attendre sagement dans la file des voitures. Mais ce principe est inapplicable, ce qui fait qu'il n'est pas appliqué. On parle par un doux euphémisme d'une tolérance. Bref. Presque chaque jour, j'effectue ainsi un ou plusieurs déplacements d'une durée variant de 3 à 30 minutes et, tout en me faufilant, je regarde ces grands panneaux indicateurs lumineux qui jalonnent les grands axes et qui m'annoncent le temps qu'il m'aurait fallu pour faire, en voiture, le même trajet. Par exemple, je vais de la porte Maillot à la porte d'Orléans, ça me prend 8 minutes, en voiture, cela m'aurait pris 57 minutes selon les panneaux. Et je les crois, ces panneaux, puisque les rares fois où je circule en voiture, je suis bien obligé d'admettre que leur prévision est juste. Ils n'exagèrent rien. Ce sont des panneaux honnêtes. Je crois les panneaux et je crois aussi ce que je vois, ce que je double, à savoir des kilomètres de bouchons, d'interminables serpents de voitures au ralenti, des milliers de bagnoles, habitées par des conducteurs dont les traits accablés trahissent l'exaspération. Le constat est sans appel. Ouais, tu peux bien te moquer, mais laisse-moi finir. Paris et l'Île-de-France sont donc quotidiennement saturés. C'est le cas d'ailleurs de la plupart des grandes agglomérations. Sur l'ensemble du territoire, ce sont chaque jour des millions d'heures perdues, et même pire que perdues, dans la mesure où les victimes s'en tirent rarement sans un fort surcroît de stress, de contrariété et de frustration. Un extraterrestre qui débarquerait et qui ferait l'irréfragable constat que je viens de faire, en déduirait aussitôt que la France, si ce n'est l'Europe, si ce n'est l'humanité tout entière, est malade de l'automobile. Il dirait, cet extraterrestre, que les terriens ont dû faire une erreur quelque part, qu'ils sont désormais profondément enlisés et englués dans le piège automobile, et qu'ils sont certainement en train de réfléchir aux moyens de sortir du marasme. Il parierait que cette humanité souffrante ne va pas accepter de sombrer comme un troupeau d'agneaux bêlants, et il gagerait que les hommes recherchent activement et collectivement le moyen de s'affranchir du fléau. Il se tromperait. Apparemment, oui. Au cours du dernier Salon mondial de l'automobile, qui se tenait comme chaque année à la porte de Versailles, et qui du reste causait lui-même, clin d'œil du diable, d'hallucinants bouchons sur le boulevard périphérique. Au cours de ce salon, il a été vaguement question, ai-je lu, de commencer à se poser bientôt sérieusement la question de savoir si, dans un proche avenir, il ne serait pas opportun de tenter de promouvoir un peu plus la voiture électrique. Mais de grands remèdes, comme on appelle les grands maux, il n'est pas question. L'idée, par exemple, de transports en commun libres et gratuits, dont on multiplierait enfin significativement la densité et la fréquence, cette idée s'en est manifestement retournée dormir dans les tiroirs. C'est bien dommage. C'est effrayant, tu veux dire. Tous les jours, nous avons tous, ou presque tous, sous le nez, le fléau automobile et ses effets désastreux. Et on dirait que nous sommes résignés. On croira entendre le troupeau soupirer « Ah, c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Ah, Simone, je ne parviens pas à m'y faire. Nous allons droit dans le mur, métaphore automobile. Que dis-je? Nous sommes déjà rentrés bien profondément dans le mur et nous courbons l'échine. Non? Si. Tu peux me déposer à la Bastille? Vous écoutez France Culture. Simone, je pense que tu seras d'accord quand on dit qu'avec telle ou telle personne, on a parlé de tout et de rien, c'est généralement qu'on a plus parlé de rien que de tout. D'accord. Donc, si je te propose maintenant de parler de tout et de rien, tu te diras que le risque est grand que nous ne parlions de rien. C'est ce que je me dirais, en effet. Et tu déduiras, du fait que je te fais cette proposition, tu déduiras que mon désir est de ne parler de rien. C'est ce que je déduirais, en effet. Et tu auras raison. Maintenant, est-ce que tu penseras que je te propose de parler de rien parce que je n'ai rien de mieux à proposer ou pour une autre raison? Parce que tu n'as rien de mieux à proposer. Voilà l'erreur, Simone, l'erreur fatale.
J'ai 1000 sujets en magasin. Mon cerveau bouillonnant regorge de sujets de discussion plus passionnants les uns que les autres. C'est-à-dire que certains de ces sujets sont modérément passionnants et que tous les autres sont plus passionnants que modérément. Depuis franchement passionnant jusqu'à exceptionnellement passionnant. Seulement voilà, je me suis dit qu'il nous fallait éviter le piège de la routine. Tous les jours, Simone, nous parlons de quelque chose. Je peux comprendre que les auditeurs se lassent de cette monotonie. J'en sais qui se sont dit, au moment où nous sommes entrés à l'antenne, les voilà qui vont encore parler de quelque chose. Et j'en sais que cette perspective a contrarié, chagriné, peut-être même dépité. C'est à l'intention de cela que j'ai envisagé de briser la routine aujourd'hui, en ne parlant pas de quelque chose et en assumant sereinement de ne parler de rien. Et c'est raté. Oui, d'une certaine façon, c'est raté. C'est inévitablement raté parce qu'il est aussi impossible de parler vraiment de rien que de parler vraiment de tout. Parler de rien, c'est déjà parler de quelque chose. La seule manière de ne parler vraiment de rien, c'est de ne rien dire. Et si on ne dit rien, on ne peut pas dire qu'on parle. Non, parler de rien, c'est une proposition dont les termes sont antagoniques. À tel point que, si je te propose de parler de rien, la réponse la plus pertinente que tu peux me faire, c'est impossible. Parler, c'est parler de quelque chose, y compris du rien. Parler de rien, ça n'existe pas. Parler de pas grand-chose, c'est très courant. Mais parler de rien, ça ne se peut pas. Pourquoi l'as-tu proposé, alors? Tu m'auras mal entendu, Simone. J'ai parlé de ce que pourrait être ta réaction et ta perception des choses au cas où je te proposerais de parler de rien. À aucun moment je n'ai dit que je le proposais effectivement. J'envisageais de le proposer pour mieux te faire toucher du doigt l'impossibilité sémantique où nous nous trouvons de ne parler de rien. Rien de plus. Et si nous n'avions pas parlé de cette histoire de parler de rien, et que nous avions décidé par ailleurs de renoncer à parler de rien, de quoi aurions-nous pu parler? Qu'est-ce que tu aurais proposé? Je n'avais pas d'idée arrêtée sur ce point, mais j'aurais pu évoquer le fait que dans le grand jardin de mon ami Claude poussent quantité de rosée des prés, ces champignons qu'on appelle aussi agaric champêtre ou Psaliota arvensis. Ces champignons sont comestibles, ce sont même d'excellents comestibles. Et pourtant, mon ami Claude ne les mange pas, il ne les ramasse même pas. Ce n'est pas parce que nous en avons parlé avec lui que je le sais, c'est parce que j'ai vu ces centaines de rosées des prés toujours sur pied. J'en ai déduit que leurs propriétaires ne les ramassaient pas, et de là, j'ai déduit qu'ils ne les mangeaient pas. C'est étonnant, et nous aurions pu parler de ça, non? Honnêtement, ça ou rien. Vous écoutez France Culture. Simone, l'autre jour, j'ai vu à la télévision le film Max et les ferrailleurs, que j'avais déjà vu à sa sortie en 1971. Génial. Et alors? Alors, pas mal d'eau depuis a coulé sous pas mal de ponts. Claude Sautet, le réalisateur, est mort. Philippe Léotard est mort. George Wilson est mort. Romy Schneider est morte. Bobby Lapointe est mort. François Perrier est mort. Michel Piccoli n'est pas mort et je l'en remercie. Quel grand bonhomme, je m'empresse de le dire avant qu'il ne meure à son tour. Bref, beaucoup de monde est mort. Mais ce qui m'a semblé encore plus lointain que mort, c'est l'époque qu'évoque ce film, celle des années 70, dont j'ai pourtant été témoin, pardonne-moi d'être si vieux. J'ai sursauté 3 fois. La première, lorsque Michel Piccoli compose sur un téléphone à cadran un numéro à 7 chiffres. Il en faut 10 aujourd'hui et il n'y a plus de cadran. Il n'y a d'ailleurs plus guère de poste fixe. Les mobiles ont tout envahi. Pour moi, qui ai connu le téléphone à manivelle, c'est un choc. C'était ton premier sursaut. Oui. Le second, c'est lorsque l'un des gentils zonards que ce salopard de Max pousse au crime s'en va pour faire le guet du côté de la banque à braquer et qui part à moto, sans casque. Oui, t'as bien entendu, Simone, il monte sur sa moto, tête nue. Et ce n'est pas une erreur. Moi-même, j'ai piloté ma mobilette sans casque lorsque j'étais en stage d'été dans une entreprise du naissant quartier de la Défense. Il n'y avait pas plus de casques sur la tête des motards que de ceintures de sécurité dans les bagnoles. C'était comme ça, Simone, c'était il y a une éternité. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, écrivait Simone Signoret, qui est morte, elle aussi. Troisième sursaut? Le voici. Lorsque la petite bande de Bernard Fresson, immense comédien lui aussi, j'ai failli l'oublier, est mort lui aussi,
Lorsque la bande pénètre dans l'agence bancaire qu'elle s'apprête à hold-upper, que font les gars en entrant pour se donner une contenance pour passer inaperçus? Ils allument une cigarette ou un cigare, tout simplement. Aujourd'hui, si je veux attirer l'attention sur moi en entrant dans une banque, rien ne sera plus efficace que d'allumer une cigarette. Il y a 30 ans, c'était le contraire. Le monde a changé, c'est ce que tu veux dire. Un peu. Aujourd'hui, si je veux me faire repérer par les flics, rien de plus efficace que de conduire un deux roues sans casque. Il y a 30 ans, c'est avec un casque qu'on se serait fait remarquer. Aujourd'hui, c'est dans les musées qu'on trouve des téléphones à cadran. En 1971, il y avait encore quelques sinistres traces du bidonville de Nanterre et beaucoup de terrains vagues, là où maintenant trônent les pimpants et luxueux sièges sociaux des multinationales. En 1971, à l'époque de ce film, les fonctionnaires de police, comme tout le monde, écrivaient à la machine à écrire, avec un papier carbone. Tu te rends compte? Les hommes portaient des chapeaux, les prostituées ne craignaient pas le sida, l'aviation civile n'existait pas. T'es sûr de ça? Non, il est possible que je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est l'émotion. Mais ne te méprends pas, Simone, je ne dis pas que le monde était meilleur en 1971, ni qu'il était moins bien. Je dis simplement qu'il a changé, je dis que le monde change, c'est tout ce que je dis. Et attention, ne te reméprends pas, je ne dis pas que j'exprime là une idée nouvelle ni forte. Je constate que le monde change, je le constate tous les jours, et je le constate en particulier en voyant un vieux film. Je le constate et je le dis. Et je donne immédiatement la parole au contradicteur. Qui, parmi vous, pense que le monde ne change pas? Je passe. 3 piques. Passe. Vous écoutez France Culture. Tu vois, Simone, c'est peine perdue, on n'en sortira pas. Nous sommes déjà des dizaines et des dizaines, parmi lesquels des gens très influents, à être partis en campagne contre la prolifération de la formule « je reviens vers vous ». Et pourtant, ce calamiteux néologisme continue de se répandre comme traînée de poudre dans toutes les couches de la population. Ça vient de l'anglais, c'est ça? De l'américain, plus précisément. C'est la traduction littérale de l'expression « I'll get back to you », qui signifie simplement « je vous rappellerai », et qui, probablement par le canal des multinationales américaines, a envahi l'espace francophone sous la forme de ce pompeux « je reviens vers vous », entouré de ses nombreux avatars « je reviens vers toi »,« je reviendrai vers vous dans les jours prochains »,« quand puis-je me permettre de revenir vers vous ?»« je vous invite à revenir vers moi lorsque votre dossier sera complet », etc. Au commencement, cet américanisme lourdeau était cantonné aux courriers officiels, ceux des avocats et des juristes notamment. Mais il a rapidement fait florès, malgré les assauts conjoints des amoureux de la langue française, et il n'est pas rare désormais de voir un ami vous dire ou vous écrire « je reviendrai vers toi dès que ce sera un peu plus calme ». Dans le dernier courriel que m'a adressé mon banquier, l'expression figure 3 fois. Ben oui, c'est courant. Il revient vers toi pour te dire qu'il reviendra vers toi aussitôt qu'il sera en capacité de revenir vers toi. Que de distance à parcourir pour 2 coups de téléphone. Et qu'on ne me raconte pas que la formule est plus aimable que le traditionnel « je vous rappelle ». Elle est ronflante et prétentieuse, mais elle ne recouvre aucune réalité qui adoucirait ou faciliterait la communication et l'échange. Elle relève du tic, ni plus ni moins. Elle prolifère comme le plus médiocre des effets de mode dans nos cerveaux devenus spongieux à force de concéder du temps disponible à Coca-Cola. Que faire, chérie? Que faire? Résister, pacifiquement, c'est tout ce qui nous reste. En commençant par balayer devant notre porte, en traquant dans nos propos écrits ou oraux toutes ces expressions toutes faites, dont s'empare un beau matin la presse écrite et audiovisuelle, dont elle abuse jusqu'à l'écœurement pour les lâcher un beau jour aussi subitement qu'elle s'en était saisie. Défions-nous, Simone, du psittacisme, la maladie du perroquet, qui reproduit bêtement, parce que c'est bête un perroquet, une expression qu'il a entendue suffisamment souvent. Dans son récent bouquin, le journaliste Frédéric Pommier épingle une centaine de ces misérables tics, parmi lesquels les expressions « revoir sa copie »,« monter au créneau » ou alors « que du bonheur ». Mais il y en a encore tant d'autres à épingler. Il me semble en particulier qu'il ne recense pas cet insupportable « je reviens vers vous ». Que faire? Ma question demeure.
J'ai mon plan. Je ne peux rien te dire dans l'immédiat, mais je reviendrai vers toi dès que j'aurai effectué les derniers réglages. Globalement, l'idée serait de revenir vers Frédéric Pommier pour lui suggérer qu'il revienne vers ses sources, ou qu'il revienne vers moi si ça l'arrange mieux, puis qu'il revienne vers son éditeur afin d'opérer un ajout performant à son listing. Il ne restera plus à l'éditeur qu'à revenir vers l'imprimeur, puis à revenir vers les libraires qui reviendront certainement vers nous. Tout le monde sera revenu, tu vas pas en revenir. Que du bonheur. Vous écoutez France Culture. Simone, ce que je m'apprête à te dire vaut peut-être bien pour l'humanité tout entière, vaut très probablement pour l'ensemble des pays riches, vaut certainement pour tous les pays de la communauté européenne. Mais comme je crains qu'on me reproche de me mêler des affaires des autres, je m'en tiendrai à la France. Et là, si je me borne aux affaires françaises, je suis sûr et certain à 4000% de ce que je vais dire. C'est plutôt une bonne nouvelle. Merci. Préambule. Des millions de Français souffrent plus ou moins gravement de la pauvreté et de la précarité. Ça, c'est une affaire entendue, malheureusement, et nous sommes nombreux à le dire et à nous en indigner. Mais ce que nous sommes beaucoup moins nombreux à dire, c'est que des millions de nos concitoyens souffrent, encore plus peut-être que de la misère économique, d'une forme très violente d'anonymat, de solitude, d'isolement. Des millions de Français souffrent de la sensation très réaliste au demeurant, de ne pas être pris en compte, de ne pas exister, en dehors de deux moments récurrents, le moment où il consomme et le moment où il vote. Ce sont les deux moments où le citoyen lambda se sent un peu moins lambda. Il est en effet courtisé à intervalles réguliers en tant qu'électeur. Il est également courtisé, je devrais dire harcelé, à intervalles encore bien plus réguliers en tant que consommateur, mais en dehors de ces deux circonstances, le citoyen a le sentiment de ne pas compter, de n'être rien, de n'être personne pour la société dans laquelle il vit. Il n'intéresse pas. Il n'est qu'un numéro de sécurité sociale. Il ne se sent pas socialement existant. Il se sent résumé à un carnet de chèques et à un bulletin de vote. En dehors de ça, il n'existe pas, ou alors bien peu, trop peu. L'univers impitoyable du capitalisme libéral empêche des millions d'êtres humains d'étancher dignement leur soif d'exister pour de vrai. À quelques nuances près, je suis d'accord sur ce préambule. Et ensuite ? Ensuite vient le paradoxe évoqué au début. Ce désarroi délétère des citoyens anonymes n'est que très rarement mentionné et dénoncé, pour la bonne et simple raison que celles et ceux qui ont voix au chapitre, qui ont droit à la parole, qui s'expriment publiquement, ceux-là ne ressentent pas cette terrible frustration, du fait même qu'ils disposent pour leur part d'une tribune. Tribune plus ou moins large, mais tribune quand même. Un espace pour faire valoir que je suis moi, que je ne suis certes que moi, mais que je suis cependant tout moi. Et là, je ne parle pas de moi. J'avais bien compris. Eh oui, puisque la société me donne à moi, à tort ou à raison, l'occasion de dire ce que je pense. C'est là le paradoxe. Ceux qui ont accès aux médias, ceux dont la parole compte, ceux-là ne sauraient souffrir du fait que leur parole ne compte pas. C'est le bon sens même. Et par conséquent, ils ne vont pas militer naturellement contre l'épidémie d'anonymat qui rôde. Et inversement, ceux dont la parole ne compte pas sont bien empêchés de dire leur souffrance, puisqu'ils n'ont pas la parole. À qui, quand et comment diraient-ils qu'ils en ont assez de n'être pas pris en compte, dès lors qu'ils ne sont effectivement pas pris en compte, autrement que comme clients occasionnels des banques ou des partis? J'ai l'air de plaisanter, Simone, mais c'est un mal très grave qui menace l'équilibre de nos sociétés. L'éparpillement de l'identité, puis sa quasi-disparition pour, ou plutôt contre, une majorité de citoyens. Je te pose la question, toujours la même, qu'est-ce que tu proposes ? Je pourrais proposer la révolution, mais ce n'est pas une mince affaire, une révolution. La question mérite réflexion. Pour l'instant, je caresse l'ambition d'initier, avec toute la force de mes petits bras, un vaste mouvement qui regrouperait, en dehors de tous les carcans idéologiques ou religieux, tous ceux qui en ont marre d'une existence au rabais. Mais l'heure tourne, je t'en reparlerai. Je serai là.
Vous écoutez France Culture. Simone, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Pas maintenant, ce n'est pas le moment. Ben oui, mais c'est urgent. C'est une question d'heure. Dans ce cas, Voici le problème. Tu sais que dans la nuit de samedi à dimanche prochain, la France passera à l'heure d'hiver. Normalement, nous gagnerons 1 heure. À 3 heures du matin, il sera 2 heures. pourquoi normalement? C'est le problème. Figure-toi que l'énorme ordinateur qui gère le changement d'heure a été victime d'une punaise, d'un bug. Il est bloqué depuis mars dernier sur le processus de passage à l'heure d'été, qui nous fait perdre 1 heure. Et les techniciens n'ont pas réussi à réparer. Ce qui fait que dimanche prochain, à 3 heures, il ne sera pas 2 heures, il sera 4 heures. C'est embêtant. Ton flegme m'impressionne, Simone, mais je ne partage pas ta sérénité. Si les techniciens continuent d'échouer dans leur tentative de réparation, et d'après mes informations, ils vont continuer d'échouer, alors le 27 mars 2011, au moment du passage à l'heure d'été, nous perdrons encore 1 heure, comme normalement, et à 4 heures, il sera 5 heures. Déjà 3 heures de décalage, mais le pire est à venir. Le 30 octobre 2011, l'ordinateur défaillant nous fera encore perdre 1 heure au lieu de la gagner, et à 5 heures, il sera 6 heures. Ce qui revient à dire, si nous prenons comme référence l'heure d'aujourd'hui, qu'à 2 heures, il sera 6 heures. Nous aurons perdu 4 heures. Au lieu de se coucher à 20 heures, le soleil se couchera à minuit. Nous prendrons le petit déjeuner à midi. Nous déjeunerons à l'heure du goûter. Nous goûterons à l'heure du dîner. Et nous dînerons en pleine nuit. Terrifiante perspective. Surtout la perspective de 2016. Nous aurons alors perdu 12 heures. Nous prendrons le petit déjeuner à l'heure du dîner et le goûter à 4 heures du matin. Le soleil se lèvera vers 18 heures et se couchera au petit matin. Ça ressemble à l'apocalypse, où je ne m'y connais plus. Détends-toi. Il suffit d'un peu de patience, ça nous fait un mauvais 12 ans à passer, et dans 12 ans, tout sera rentré dans l'ordre. À 3 heures, il sera 3 heures. Certes, mais 3 heures du lendemain, et nous aurons perdu une journée. Une journée perdue tous les 12 ans, c'est pas la mer à boire. Voilà, la mer telle que nous la connaissons, Simone, mais dans 12 ans, le niveau de la mer aura peut-être monté d'1 mètre. Il y aura beaucoup plus d'eau à boire et de l'eau non potable par-dessus le marché. Non, moi j'ai des tas de choses à faire, je peux pas me permettre de perdre une journée tous les 12 ans. Ou alors, si, je veux bien la perdre, mais volontairement. Je veux bien consacrer une journée à ne rien faire, mais je veux la choisir, cette journée. Je veux la perdre tout seul, comme un grand. Je veux pas que l'ordinateur central me la vole par petits morceaux. Et suppose que les techniciens parviennent à réparer le bug, à exterminer la punaise. Ça n'arrivera pas. J'ai bien entendu, mais suppose. Bon, quand? Il répare quand? Demain. Suppose qu'il répare demain. Bon, s'il répare demain, oui, nous aurons parlé pour ne rien dire. Surtout toi. Vous écoutez France Culture. Ça ne t'aura pas échappé, Simone, les élections présidentielles de 2012 approchent. Bon, pour être honnête, il faut bien dire que ça fait déjà longtemps qu'elles approchent. Depuis le Big Bang, en réalité, elles n'ont jamais cessé d'approcher. Mais aujourd'hui, elles approchent encore plus. Elles approchent à plus grands pas. Elles ne sont désormais distantes que de quelques 19 mois. Autant dire rien. En France. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, en France. Or donc, voilà ces présidentielles qui approchent, et je vais te donner mes 3 favoris, et si tu le permets, je te dirai ensuite lequel ou laquelle des 3 a ma préférence. Dis toujours. Mes 3 favoris, ça ne te surprendra pas, sont Valérie Prigent, Arnaud Mougin et Muriel Fontanassi. J'ai cru un moment aux chances de Pascal Van der Ren, mais je n'y crois plus. Il s'est disqualifié à l'occasion de son bref passage au ministère de la Santé, quand il s'est montré incapable de gérer la fameuse affaire du métaproxyl. À mon avis, Van der Ren n'est pas définitivement hors course, mais il lui faudra attendre 2017, ce qui n'est pas insurmontable, puisque déjà les élections présidentielles de 2017 approchent. En France. En France, oui.
J'ai cité Valérie Prigent en premier parce qu'elle est la mieux placée. Elle est bien implantée dans sa mairie de Grenoble, elle dispose du soutien des jeunes, elle a vraiment la carrure d'un chef d'État, elle l'a d'ailleurs prouvé le mois dernier face à Sébastien Cormier au cours de l'émission Présidez-moi, animée par Jean-Charles Perrier sur France 18. Je n'ai pas vu cette émission. D'ailleurs, je ne reçois pas France 18. Oui, crois-moi sur parole. Derrière Valérie Prigent, je place à égalité Mougin et Fontanassi. Lui, Mougin, est quand même à la tête d'un parti fort de plus de 150 000 adhérents, et il conduit les affaires de la région Midi-Pyrénées d'une main de maître. Certes, il a failli déraper quand le journal People festif a consacré un reportage à ses vacances au Kenya. Mais je pense que cette histoire est oubliée. Et puis, Muriel Fontanassi, elle a l'avantage de la jeunesse, elle sent la France et les Français mieux que personne, et elle a su valoriser son simple mandat de députée du Finistère avec un sens de la communication hors du commun. Je ne t'en fais pas mystère plus longtemps, elle est ma préférée. C'est pour elle que je voterai probablement. Qu'en penses-tu, Simone ? J'ai l'impression que tu fais une analyse politique assez fine et bien documentée, mais... Il y a donc un mais. Un tout petit mais, c'est que je ne connais aucun des noms et aucun des événements que tu as évoqués. Ah, mais il faut pas t'arrêter à ce genre de détails, Simone. L'essentiel est que la profondeur de mon analyse t'ait sauté aux yeux et que tu sois sensible par ailleurs à mon honnêteté et à ma franchise. J'aurais pu dissimuler mes penchants politiques, afficher une neutralité de façade, une feinte impartialité, au lieu de quoi je t'ai déclaré ma préférence sans détour. Justement, tu ne crains pas qu'on te reproche une prise de position aussi radicale sur une radio du service public ? Je prends le risque, Simone. C'est aussi simple que ça, je prends le risque. Chapeau.